Miggy, tu vois cette banane ? C'est une Cavendish, la banane la plus connue au monde. Je suis sûr que t'en as déjà mangé une. Dis-toi qu'elle ne vient pas de là où tu penses. Elle vient tout droit d'Angleterre, et plus précisément de cette maison. Enfin, je devrais dire qu'elle a été inventée dans cette maison. Bizarre tout ça. Tu dois te demander comment une banane créée dans l'un des pays les moins ensoleillés est devenue la banane la plus consommée au monde. Je vais t'expliquer, mais pour ça, tu devras me suivre dans l'histoire tragique de l'Amérique centrale. Une histoire marquée par l'impérialisme des Américains, l'esclavage, la corruption, le marketing intensif et surtout, le malheur d'un peuple. Ah oui Miggy, avant de continuer, tu connais CyberGhost VPN ? C'est grâce à eux que je peux te raconter cette histoire. Il y a quelque temps, j'avais besoin d'accéder à des archives et des documents disponibles uniquement dans d'autres pays. Imagine ma frustration quand j'ai découvert que ces ressources étaient bloquées par des restrictions géographiques. La seule solution, c'était d'utiliser un VPN pour débloquer ces ressources. CyberGhost était parfait pour ça. Ce que j'adore chez CyberGhost VPN, c'est qu'il est européen et surtout, il ne garde aucune trace de ta navigation. Pour un grand enquêteur comme moi, c'est crucial de protéger ma vie privée. CyberGhost est disponible sur toutes les plateformes, Windows, Android, iOS et bien d'autres. Avec un seul abonnement, je peux protéger jusqu'à 7 appareils différents. En plus, l'application est très intuitive. CyberGhost n'est pas seulement utile pour accéder à des documents, il est aussi excellent pour le divertissement. Je l'utilise pour débloquer des catalogues de plus de 40 services de streaming, comme Crunchyroll ou Netflix. Tu peux regarder des séries et des films qui ne sont pas disponibles dans ton pays. En quelques clics, tu changes ton emplacement en ligne et tu as accès à 40% de contenu en plus sur ta plateforme de streaming. C'est super simple et facile. En plus, CyberGhost est très abordable. Pour seulement 2,03€ par mois, avec 4 mois gratuits, tu bénéficies de 83% de réduction. C'est une offre vraiment intéressante, surtout quand on pense à toutes les fonctionnalités et à la qualité du service. CyberGhost est également très populaire, avec plus de 38 millions d'utilisateurs. Il y a plus de 11 000 serveurs dans 100 pays, ce qui te permet d'avoir une connexion rapide et stable où que tu sois dans le monde. Et si jamais tu n'es pas convaincu, pas de souci, CyberGhost propose une garantie satisfait ou remboursé de 45 jours. Si tu n'es pas satisfait, tu peux annuler ton abonnement et être entièrement remboursé. Alors pourquoi ne pas essayer ? Vu que je t'aime bien, Miggy, je te mets le lien dans la description. On est au XVIe siècle, en Asie de l'Est. Les Portugais découvrent un nouveau fruit, d'une forme atypique mais d'un goût exquis, la fameuse banane. Ils l'adorent tellement qu'ils décident d'en ramener dans leur colonie, en Amérique. Quelques siècles plus tard, un marin américain part en voyage en Jamaïque pour profiter du soleil. Pendant qu'il mange un ice cream, il tombe sur une banane, un fruit rare, très rare même. C'était un homme qui avait le sens des affaires et il s'est précipité aux États-Unis pour tenter de vendre ce nouveau fruit. Et tu sais quoi ? Les ricains ont adoré ça. Pire encore, les bananes sont devenues à la mode. Tu en voyais partout, sur toutes les tables et dans tous les marchés. Mais avançons en 1876, direction Philadelphie. Il fait beau et tout le monde ne parle que d'un événement. Comment ça s'appelle déjà ? Ah oui, l'Exposition universelle. Un certain Alexander Graham Bell y participe pour présenter une invention qui a marqué le monde, le téléphone. Rien que ça. Mais ce n'est pas tout. Le concurrent de ce stand n'est nul autre que la banane. 10 millions de personnes sont venues voir ce fruit à la peau jaune. Tu penses qu'un jour tu seras une star comme la banane ? Trop la classe. Bon, reprenons. Les Américains voulaient encore plus de bananes. La demande était vraiment immense. Des hommes d'affaires ont très vite compris qu'ils pouvaient se remplir les poches. Ils sont donc passés à l'étape supérieure. Pour que tu comprennes bien, il faut savoir que la banane était importée des Caraïbes, et plus particulièrement de la Jamaïque. Sauf que c'était bien trop compliqué, ils ne maîtrisaient pas toute la chaîne d'approvisionnement. Ça coûtait trop cher et ça prenait beaucoup de temps. Les bananes arrivaient souvent à New York avec des taches noires. Pas top pour la vente, hein ? Toi aussi tu préfères les acheter jaunes et jolies, n'est-ce pas ? Eh bien, ces hommes d'affaires ont trouvé une solution. En 1900, ils décident de fusionner toutes les entreprises de bananes américaines. Il y avait les deux mastodontes Standard Steam Navigation Company et la Boston Fruit Company, qui donnera naissance à la fameuse United Fruit Company. Ce plan avait un but, tout contrôler dans les moindres détails. La première étape était de savoir dans quel pays faire les plantations. Le meilleur endroit était de loin l'Amérique centrale, une région sous l'influence des États-Unis. Ensuite, il fallait contrôler les travailleurs, et rien de mieux que de posséder leur maison, leurs magasins, leur nourriture. Regarde ça, ils devaient travailler 7 jours sur 7. Ils étaient payés avec des bons d'achat qu'ils ne pouvaient utiliser que dans les magasins de la United Fruit Company.
C'est une manière assez moderne de créer des esclaves, posséder tout ce qu'ils possèdent. Dans ces pays, United Fruit est même allé jusqu'à construire leur chemin de fer et leurs ports. Maintenant, parlons du premier pays à être contrôlé, le Guatemala. United Fruit est devenue, en très peu de temps, la plus grande entreprise de ce pays. Elle possédait 20% de leurs terres cultivables. Mais pas seulement, elle avait tous les chemins de fer, toutes les stations de radio, toutes les infrastructures de communication. Et tu sais pour quelle mission le gouvernement guatémaltèque a engagé United Fruit Company ? Pour gérer les services postaux du pays. Impressionnant, non ? Ils avaient même une flotte privée de 93 bateaux appelée la Grande Flotte Blanche. Ce n'étaient pas juste de simples bateaux, ils étaient tellement puissants que les USA les ont utilisés durant la Seconde Guerre mondiale. En vrai, je n'ai pas l'impression de te parler d'une entreprise, mais d'un gouvernement. C'est peut-être pour ça qu'on les surnommait El Pulpo. Tu as déjà entendu parler d'une république bananière ? C'est à cause d'eux que cette expression est née. Une expression pour désigner un pays politiquement instable qui place au gouvernement des hommes dévoués aux causes d'une entreprise. Et ici, l'entreprise, c'est la United Fruit Company. Mais le peuple ne peut pas avoir les yeux fermés éternellement. Et un jour, ils en ont eu marre. Bon, ok, viens avec moi dans les années 1910. Ici, c'est le Honduras, un petit pays très charmant. Si vous vouliez faire des affaires au Honduras, vous deviez faire affaire avec Sam Zemurray, surnommé Sam le Bananier. Il était le patron de Cayumel Fruit Company, la seule entreprise qui rivalisait encore un peu avec la United Fruit. Sam avait la main mise sur tous les hauts responsables du Honduras. Il était même un ami proche de Manuel Bonilla, le dictateur qui était au pouvoir. Avec lui, Sam ne payait quasiment pas d'impôts, mais en 1910, Bonilla a été renversé par les armées honduriennes et nicaraguayennes. Le nouveau président, Miguel Dávila, a supprimé les avantages de Sam Zemurray. Et même le peuple hondurien a dit stop à cette colonisation des entreprises bananières. Mais l'exilé Bonilla et Sam Zemurray avaient d'autres idées. Ils ont engagé un groupe de mercenaires américains, dirigé par Lee Christmas et son partenaire Guy Machine Gun Moloney. Pour qu'ils puissent mener un coup d'État, ils ont acheté un ancien navire de guerre de la marine américaine, le Hornet. Les conspirateurs ont débarqué à Ceiba avec l'aide des partisans locaux et des combattants du Guatemala. Le coup d'État a été un succès et Bonilla a été rapidement rétabli. Les USA n'étaient pas très favorables à cette mascarade organisée par Sam le Bananier, mais ils ont fermé les yeux pour cette fois. Pour te dire la vérité, le président William Howard Taft était très énervé. Son projet était de placer le Honduras sous le contrôle économique américain par la diplomatie. Mais il ne voulait pas non plus se disputer avec les entreprises bananières. Tu dois te demander pourquoi je te parle de Sam. Bonne question. Déjà, peu de temps après cet événement, son entreprise a été rachetée par la United Fruit. Mais comme il connaissait mieux que quiconque le monde de la banane, les actionnaires l'ont directement placé à la tête d'El Pulpo. Il va être un pion majeur pour la suite. Je voulais un peu m'attarder sur lui car son histoire est incroyable et sombre. Une histoire que je ne risque pas d'oublier. Je te la raconterai un jour, Miggy. Enfin, si tu as envie. Bon, à chaque fois qu'un gouvernement se mettait en travers d'une entreprise bananière, il était supprimé. Et pour faire ce sale boulot, je te laisse deviner qui était complice. Eh oui, la CIA et le gouvernement américain. C'est logique, après tout. Dans les années 1900, les Américains ont envahi 7 fois le Honduras pour protéger les compagnies bananières. Un comportement impérial, me diras-tu. Tu n'as pas tort, tu n'as pas tort. Mais bon, les seuls qui pouvaient changer le cours de l'histoire, c'était le peuple. Colombie, 1928. Des travailleurs de la United Fruit Company ont voulu changer les choses. C'est le début de la grève ouvrière dans les plantations de bananes. À la tête de la révolte se trouvent les courageux Pedro, Bernardino, Raúl, Nicanor et Erasmo. Ils sont accompagnés de milliers de travailleurs. Leurs revendications sont simples. Travailler 6 jours sur 7, être payé en pesos et non en bons d'achat et être respecté par United Fruit Company. El Pulpo n'a pas apprécié la demande et n'avait pas l'intention de céder aux revendications. Au lieu de ça, ils sont allés voir le président américain Calvin Coolidge pour lui dire « Hé président, la situation en Colombie est hors de contrôle. Une grève a éclaté et c'est le début d'un soulèvement communiste. » Le seul mot à retenir dans ses propos, c'est communiste. United Fruit Company avait compris que pour avoir l'aide des USA, il fallait mentir et leur faire peur. Rien de mieux que, dès lors, sortir la carte du communisme. Coolidge n'a pas tardé à contacter Miguel Méndez, le président de la Colombie. « Vous feriez mieux de maîtriser la situation, sinon nous allons intervenir. C'est le dernier avertissement que je vous fais, monsieur Méndez. »
La Colombie ne voulait certainement pas se mettre les USA à dos. L'histoire va prendre une tournure bien dramatique. 5 décembre 1928. La nuit était tombée depuis longtemps sur Ciénaga. Il faisait un peu froid et l'atmosphère était étrangement calme, comme si la ville elle-même retenait son souffle. Il était précisément 11 heures du soir, et les grévistes, épuisés par les journées de lutte, dormaient profondément dans le centre de Ciénaga. Les rues, habituellement animées par les rumeurs et le chant des ouvriers, étaient silencieuses, baignées par la pâle lueur de la lune. Le général Carlos Cortés Vargas, accompagné de 300 soldats, avançait dans les ruelles obscures, leurs pas étouffés par la terre battue. Ils progressaient dans le plus grand silence, comme des ombres funestes s'infiltrant dans la tranquillité de la nuit. Certains grévistes, veillant encore près des braseros, ont aperçu les soldats approcher. Avec un mélange de bravoure et de naïveté, ils ont crié « Vive la Colombie libre et vive l'armée !» pour les accueillir. Sauf que cette nuit-là, la bienveillance ne faisait pas partie des ordres du général Vargas. Il a levé la main et dans un geste froid et implacable, il a ordonné à ses soldats de tirer. Le silence de la nuit s'est brisé sous le bruit assourdissant des fusils. Le massacre des bananeraies venait de commencer. Des balles perdues trouaient la nuit et avec elles, la vie de 2000 personnes. Des enfants, des mères, les représentants du mouvement. Une vraie boucherie. Te raconter ça me glace le sang, surtout quand je sais que l'armée avait reçu l'ordre de ne pas épargner les munitions. Le massacre, dans toute son horreur, a été cyniquement décrit comme un succès. Les rues de Ciénaga, autrefois pleines de vie et d'espoir, étaient maintenant teintes de sang et de désespoir, les cris des mourants résonnant encore dans l'air froid de cette nuit fatidique. Si tu penses que c'est la fin de l'histoire, tu te trompes, Miggy. La tension continuait de se tisser dans les recoins du continent. 1950, retour au Guatemala. United Fruit Company, c'était près de 50% des terres exonérées d'impôts. Mais un nouvel espoir émergeait avec l'élection démocratique de Jacobo Arbenz. Ah, ce président n'était pas comme les autres. Il n'était pas vendu. Il tenait tête au pulpo et le peuple en était fier. L'air guatémaltèque semblait plus léger, porteur d'un souffle de changement. En 1952, Arbenz signa le décret 900 qui accordait au gouvernement le droit de récupérer les terres privées. Un décret qui ne s'appliquait qu'aux fermes de plus de 670 acres. En réalité, il n'y avait qu'un seul propriétaire foncier détenant d'aussi vaste étendue de terre, United Fruit Company. Arbenz voulait jouer au Robin des Bois, redistribuer les richesses et donner au peuple ce qui leur appartenait. Mais United Fruit Company n'allait pas rester en retrait et laisser ce nouveau dirigeant du Guatemala faire ce qu'il voulait. Oh non, bien au contraire. Ils se sont plaints auprès du gouvernement américain, accusant Arbenz d'être communiste. Ah là là, pauvre Arbenz, il n'avait rien à voir avec le communisme. Pour mener à bien leur propagande, ils ont fait appel à un maître en la matière, le neveu de Sigmund Freud, Edward Bernays. Considéré comme le père de la propagande moderne, Bernays a utilisé ses talents pour créer une multitude de fausses histoires liant Arbenz au communisme. Il a financé un livre qui se nomme « Report on Guatemala ». Il l'a distribué à tous les membres du Congrès américain. Le président Eisenhower est tombé tête la première dans cette manipulation orchestrée par United Fruit Company et Bernays. La CIA a lancé un projet appelé Opération PB Success, avec l'intention d'éliminer Arbenz et son gouvernement. Mais cette histoire cachait bien plus de choses. En cherchant, j'ai découvert que Allen Dulles, directeur de la CIA, était un grand actionnaire d'United Fruit Company. Ses propres intérêts personnels étaient en jeu, une bonne raison de faire un coup d'État. Bon, je t'explique comment s'est réalisée cette mission top secrète. La CIA a recruté une force rebelle, leur fournissant de l'argent, des armes, une formation et des conseils stratégiques sur la manière de lancer une campagne militaire pour renverser Arbenz. En 1954, cette armée de libération, soutenue par la CIA, est arrivée au Guatemala à bord de bateaux et de trains de la United Fruit Company. Ils ont lancé une attaque contre Arbenz avec des canons, des bombes et des avions de chasse. Le ciel était strié de fumée, les explosions retentissaient dans l'air, semant la terreur. Ils ont également eu recours à la guerre psychologique pour effrayer Arbenz. Des haut-parleurs cachés diffusaient le bruit des armes à feu et des obus, et les rues étaient inondées de fausses informations pour déstabiliser la population. Les journalistes écrivaient de fausses histoires en échange d'argent, les rumeurs devenaient des vérités. Arbenz savait très bien qui était derrière tout ça, mais il ne pouvait rien faire. Il avait déjà perdu au moment où la CIA voulait sa peau. L'atmosphère était lourde,
empli de tension et de désespoir. Arbenz a finalement démissionné et a fui le pays. Il a ensuite été retrouvé mort, noyé dans sa baignoire. Triste histoire, tu ne trouves pas? Il voulait juste aider son pays, mais il s'est heurté à des forces bien plus grandes et impitoyables. Le rêve guatémaltèque d'un avenir meilleur s'était noyé dans les eaux troubles de la manipulation et de la trahison. Beaucoup de ceux qui soutenaient Arbenz ont aussi été retrouvés morts, assassinés. Les ténèbres s'abattaient sur le Guatemala, une époque où la terreur et la répression faisaient loi. Plusieurs livres ont été interdits dans le pays, car ils étaient considérés comme dangereux, porteurs d'idées subversives. Le clou du spectacle, en 1955, toutes les terres saisies à United Fruit Company ont été restituées. Le gouvernement allait être dirigé par des dictateurs pendant des décennies, plongeant le pays dans les ténèbres. Les ténèbres, ça te rappelle des histoires, Miggy? Reprenons. Maintenant que tout fonctionne parfaitement pour El Pulpo, il se retrouve avec des quantités de bananes bien trop grandes. Réduire la production? Hors de question. Ils ont compris que le citoyen américain ne savait pas trop quoi faire des bananes. United Fruit Company lança donc une campagne marketing digne d'un film hollywoodien. Ils payaient les médecins pour rédiger des articles académiques sur les bananes. Ils ont conclu un accord avec Kellogg's pour commercialiser les céréales comme quelque chose qui se mariait bien avec des bananes. Ils créaient des livres de recettes, produisaient de la farine de banane, des pains aux bananes et distribuaient des bananes à tous les nouveaux arrivants sur le sol américain. Mais leur coup de maître fut sans conteste Miss Chiquita. Elle était belle, Miss Chiquita. Je crois que je suis tombé amoureux. Pas toi? Menteur. Mais les spectateurs, hypnotisés par la publicité, ignoraient que ces bananes étaient teintées de sang. C'est un peu pareil aujourd'hui, si seulement tu connaissais l'histoire de ton téléphone ou de ton t-shirt. Je me demande, qu'est-ce qui aurait pu arrêter l'impérialisme américain? Et je pense avoir trouvé. La maladie. Oui, la maladie. Dans les années 1900, la banane était très populaire, vous l'avez compris, mais dis-toi qu'elle était infiniment meilleure que celle que nous connaissons aujourd'hui. Tu ne comprends pas où je veux en venir? Ok, je t'explique. United Fruit Company voulait tout contrôler, et pour ça, il fallait aussi standardiser génétiquement la banane. Elles deviennent identiques, et on appelle ça la monoculture. Le problème, c'est qu'elles deviennent toutes sensibles aux mêmes maladies. Si tu en infectes une, tu les infectes toutes. Et c'est ce qu'il s'est passé. Je te présente la maladie de Panama, un champignon qui détruit la terre et les plantations de bananes. Avec cette maladie, les pertes financières étaient colossales. Seulement 10% de la production avait survécu à cette tragédie. La banane de l'époque se nommait la Big Mike, idéale pour le commerce avec sa peau épaisse, moins sujette aux meurtrissures pendant le transport. Mais elles étaient complètement ravagées par la maladie. United Fruit Company était en panique, au bord du gouffre. L'empire allait s'effondrer. Ils pouvaient essayer de la remplacer par l'une des 1000 espèces de bananes existant sur Terre, mais elles étaient trop différentes. Des rouges, des bleues, des vertes. Le choc aurait été trop grand pour les consommateurs. Sérieusement, Miggy, tu te vois manger une banane bleue? Ah bon, ça ne te dérange pas? Intéressant. Bon, ils ont dû trouver une banane quasiment identique à la Big Mike. Jaune, sans pépins et sucrée. Mais tu te rappelles, au début je t'avais parlé d'un scientifique britannique qui bricolait la génétique des bananes. Et un jour, par miracle, une plante a fleuri et a produit cette belle banane. Une banane assez spéciale qu'il a nommée comme le duc William Cavendish. Cette banane était résistante à la maladie de Panama. Et en plus, elle ressemblait beaucoup à la Big Mike. Sauf qu'elle n'était pas aussi bonne, moins sucrée et moins résistante au transport. Mais la Big Mike était au bord de l'extinction. United Fruit Company était obligée de la remplacer par la Cavendish. Et tu sais quoi? Tout le monde n'y a vu que du feu. Les gens ont juste continué à acheter des bananes. Tu sais qu'au début, pour sauver l'industrie de la banane, ils ont créé un pesticide spécial. United Fruit Company a ordonné que des milliers de kilomètres carrés de terrain soient pulvérisés avec ce nouveau poison. Le poison a sauvé les bananes pendant un certain temps, sauf que lorsque le vent soufflait, le mélange était transporté jusqu'aux villes locales, où tous les ouvriers restaient. Les travailleurs ont perdu leur odorat, sont devenus stériles, leur peau commençait à devenir bleutée, et certains sont morts. Heureusement que cette solution a été abandonnée. Mais j'y pense, ça te dit qu'un jour on goûte la Big Mike? Je suis sûr que je peux en trouver quelques-unes. J'ai cru entendre que quelqu'un en produisait encore au Guatemala. Je vais trouver son contact. Bon, laisse-moi déjà te finir l'histoire.
En 1959, un certain Fidel Castro, l'un des plus grands révolutionnaires et présidents cubains, décide de nationaliser toutes les plantations et tous les bâtiments d'United Fruit Company à Cuba. Les conséquences ? 60 millions de dollars de pertes pour El Pulpo. United Fruit est encore parti se plaindre à ses amis du gouvernement américain en leur disant qu'il était communiste. Mais là, il était vraiment communiste. La CIA leur a donné des navires et a tenté de déclencher un soulèvement pour renverser Castro. Ce projet a donné lieu à l'une des invasions les plus connues, le débarquement de la baie des Cochons, appelée aussi l'opération Zapata. Le 17 mars 1960, Dwight Eisenhower, alors président des USA, charge la CIA d'organiser une force paramilitaire spéciale composée d'exilés cubains. Le but est simple, renverser et tuer Fidel Castro. Le 17 avril, la principale force d'invasion a débarqué sur la plage de Playa Girón, dans la baie des Cochons. Initialement, José Ramón Fernández a dirigé la contre-offensive de l'armée révolutionnaire cubaine. Plus tard, Castro a pris le contrôle personnel. L'opération américaine a été une catastrophe totale, une pure humiliation. Résultat, 114 hommes sont morts, 1200 furent faits prisonniers. United Fruit a perdu une partie de ses majestueux navires. Tu sais qui a été un élément majeur de cet échec ? Le New York Times. Eh oui, ils ont fait fuiter des informations essentielles au sujet de l'existence d'un camp d'entraînement des forces anticastéristes situé au Guatemala. Et Fidel Castro finit par être informé au sujet du débarquement qui se prépare. Les USA comptaient essentiellement sur l'effet de surprise. C'est drôle, tu trouves pas ? Après cet événement, United Fruit Company a disparu de Cuba. Cette entreprise me fascine, une vraie pieuvre, un marionnettiste contrôlant des pays entiers avec ses tentacules. Mais le vent a tourné, l'entreprise était devenue faible et inefficace. Les bénéfices étaient très maigres. Elle est devenue l'ombre d'elle-même. Une autre compagnie a pris sa place de leader, la Standard Fruit. À vrai dire, c'est la première fois qu'elle perd son rôle de leader du marché. Plusieurs personnes ont tenté de la sauver, mais personne n'y est arrivé. Comme quoi, sans la CIA, United n'était plus celle qu'elle pensait être. Mais le jour où tout a réellement changé, c'était le 3 février 1975. Le nouveau président de l'entreprise, Eli Black, s'est jeté par la fenêtre d'un gratte-ciel de New York après que la corruption de son entreprise ait été révélée au grand jour. United Fruit Company s'est renommée Chiquita Brands, mais elle fait toujours face à des controverses. En 2007, elle a été condamnée à une amende de 25 millions de dollars par le ministère américain de la Justice pour des paiements effectués à une organisation terroriste en Colombie. Comme quoi, avec un peu de patience, la roue finit toujours par tourner. Mais le sang versé ne s'effacera jamais. Bon, essayons de résumer tout ça. Les bananes sont arrivées aux États-Unis, les compagnies prédatrices ont envahi des pays pour produire des bananes avec l'aide des USA, tout en utilisant un marketing phénoménal pour maintenir la demande, et la maladie a failli les terrasser, sauvée au dernier round par la Cavendish. Mais bon, j'ai entendu ces dernières années que la maladie a muté. Et tu sais quoi ? La Cavendish n'est plus épargnée. Toutes les plantations touchées par cette maladie doivent être brûlées. La maladie a commencé à se propager aux Philippines, deuxième plus grand exportateur du monde. Et même si l'océan sépare l'Asie de l'Amérique, la maladie a fini par être détectée en Colombie. Elle a ensuite été détectée au Pérou, puis en Équateur, qui est le plus grand exportateur de bananes du monde. Tu t'imagines un monde sans bananes, ou bien juste réservé aux riches ? J'espère que je pourrai goûter la Big Mac avant. On pourrait assister à l'effondrement potentiel d'une industrie de 30 milliards d'euros. Alors, tu en penses quoi de cette histoire ? Moi aussi te la raconter m'a perturbé. Mais prépare-toi au prochain épisode, Miggy. Merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. C'est très important pour moi, parce que ce genre de partenaire me permet tout simplement de continuer à vous proposer des contenus plus qualitatifs. Je vous ai mis le lien de l'offre dans la description. L'application protégera vos données pendant que vous naviguez, et vous donnera un accès complet à tout le contenu bloqué sur Internet pour seulement 2,03€ par mois. Vous pouvez l'essayer sans pression car vous avez 45 jours pour changer d'avis et être totalement remboursé.